Il y a des jeux qui marquent une époque. Et puis il y a ceux qui changent complètement l'industrie. En 2016, un jeu débarque. Coloré, nerveux, accessible, et surtout incroyablement vivant. Un projet né d'un échec devenu un phénomène mondial. Ce jeu, c'est Overwatch. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'Overwatch n'aurait jamais dû exister. Quand il sort en 2016, Overwatch redéfinit complètement ce qu'un FPS multijoueur peut faire. Accessible, dynamique, coloré, avec des personnages immédiatement reconnaissables, le jeu touche un public bien plus large que prévu. Mais aujourd'hui, quand on regarde son parcours, une question se pose. Comment un jeu aussi solide a-t-il pu perdre la confiance de ses plus fidèles joueurs? Et pour comprendre ça, il faut remonter bien avant sa sortie. Avant Overwatch, Blizzard travaillait sur un projet complètement différent, beaucoup plus ambitieux et surtout beaucoup plus risqué. Depuis la fin des années 2000, le studio développait un MMO appelé Titan, avec l'idée de créer un successeur spirituel à l'énorme World of Warcraft. Sur le papier, tout était là pour réussir. Une équipe expérimentée, des moyens importants et une ambition énorme. Mais au fil des années, le projet commence à s'enliser. Les directions changent, les idées s'accumulent sans jamais vraiment s'aligner, et malgré plusieurs versions du jeu, Titan n'arrive jamais à trouver une identité claire. En interne, la situation devient de plus en plus compliquée. Titan n'est pas un projet secondaire, c'est censé être le futur du studio, et le voir stagner aussi longtemps finit par devenir un vrai problème. Après plusieurs années de développement et différentes tentatives pour le relancer, Blizzard prend une décision radicale. En 2014, le projet est tout simplement annulé. Des années de travail disparaissent du jour au lendemain, et pour une partie de l'équipe, c'est un choc plutôt brutal. Mais c'est justement dans ces moments-là qu'une opportunité apparaît. Une petite équipe dont fait partie Jeff Kaplan. You are now about to see what the game looks like when we're making it. And it's pretty ugly. On reparlera de ce gars-là, décide de pas repartir sur un projet aussi gigantesque. Au contraire, il choisit de simplifier au maximum leur approche. Plutôt que de viser un MMO complexe, ils imaginent un jeu plus direct, plus lisible, basé sur des héros avec des capacités uniques et un gameplay centré sur la coopération. En récupérant certains éléments de Titan, que ce soit des assets ou des idées abandonnées, ils arrivent à construire un prototype en quelques semaines seulement. Et très vite, quelque chose fonctionne. Le jeu n'est pas encore abouti, mais il est immédiatement compréhensible, et surtout il est fun dès les premières parties. Chaque personnage apporte une mécanique différente, chaque affrontement est lisible, et le jeu repose sur des bases simples, mais efficaces. Ce qui est intéressant à la base, c'est que ce projet c'est pas censé être un énorme pari. C'est presque un plan de secours, une tentative de repartir sur quelque chose de plus maîtrisé après l'échec de Titan. Pourtant, au fur et à mesure des tests internes, puis des premières phases de test bêta en 2015, les retours deviennent très positifs. Les joueurs accrochent rapidement au concept, et surtout ils comprennent immédiatement ce que le jeu essaie de proposer. Lorsque l'open beta arrive en 2016, le phénomène commence déjà à prendre de l'ampleur. Des millions de joueurs se connectent en quelques jours, les créateurs de contenu s'emparent du jeu, et Overwatch commence déjà à exister bien avant sa sortie officielle. Je l'ai! C'est bon, je l'ai! La hype! C'est la folie! Ah! Oh mec! C'est incroyable! Et ça continue! Il repose pas sur une promesse lointaine ou un concept compliqué, mais sur quelque chose de beaucoup plus simple, un gameplay efficace et une identité forte. Le 24 mai 2016, Overwatch sort officiellement, et le succès est immédiat. Bienvenue à tous, vous êtes hyper nombreux ce soir, c'est exceptionnel, c'est vraiment un live exceptionnel ce soir de toute façon, puisque Overwatch sort à 1h du matin dans 1h30. Oh, je suis connecté! OMG, je suis connecté! Le jeu touche un public beaucoup plus large que prévu, en attirant à la fois des joueurs habitués au FPS compétitifs, et d'autres qui découvrent ce type de jeu pour la première fois. Son univers coloré, ses personnages marquants et son accessibilité lui permettent de se démarquer très rapidement. Ce qui devait être un projet secondaire né des restes d'un échec, devient en quelques mois l'un des plus grands succès de Blizzard. Et à ce moment-là, tout semble parfaitement aligné, le jeu fonctionne, la communauté s'agrandit, et le studio vient presque par accident de créer quelque chose de beaucoup plus important que prévu. À partir de 2016, tout s'accélère. Le jeu se contente pas de bien fonctionner, il s'impose très rapidement comme une référence. En quelques mois, il attire des millions de joueurs à travers le monde et réussit quelque chose d'assez rare. Rassembler des profils très différents autour d'un même jeu. Des joueurs occasionnels, des compétitifs, des créateurs de contenu, chacun y trouve sa place. Ce succès repose en grande partie sur une chose simple, la clarté du jeu. Chaque héros a un rôle bien défini, une identité forte, et surtout une manière de jouer unique. On choisit pas seulement une arme ou un style de gameplay, on choisit un personnage avec son histoire, sa personnalité et sa façon d'influencer la partie. Très vite, certains héros deviennent iconiques au point de dépasser le cadre du jeu.
En parallèle, Blizzard alimente régulièrement le jeu avec du nouveau contenu. De nouveaux héros, des maps, des événements saisonniers. Le rythme est soutenu et surtout, il donne l'impression que le jeu évolue en permanence. Chaque mise à jour est attendue, commentée, testée et Overwatch s'installe durablement dans le quotidien des joueurs. La communauté, elle aussi, explose. Les fanarts se multiplient, les cosplays envahissent les conventions et le jeu devient rapidement un phénomène culturel. Overwatch n'est plus seulement un FPS multijoueur, c'est un univers dans lequel les joueurs s'investissent. Face à cet engouement, Blizzard décide de pousser encore plus loin leur ambition. Faire d'Overwatch un pilier de l'e-sport. En 2018, il lance l'Overwatch League. Forcing a game 5 here is to be Burberry takes out Neptuno. That's huge. And London, they know it's a big opportunity now. There's no one to resurrect Neptuno because he's the one that's supposed to be doing that. Hot was knocked away. Jesse gets aggressive with the fusion. Realize they're going to try and hold on. Oh no! Parker hit the double bomb. But will it be enough? It looks like it will. EQI staying on his feet. Can't be taken down by Burberry. But Prophet, are you kidding me? I've never seen that before. Une ligue professionnelle structurée autour d'équipes franchisées, avec des villes, des saisons, et une production inspirée des sports traditionnels. Sur le moment, le projet impressionne, les moyens sont importants, la mise en scène est soignée, et Blizzard semble vouloir installer Overwatch dans la durée, bien au-delà d'un simple jeu à succès. Pendant un temps, ça fonctionne. L'Overwatch League attire de l'attention, les matchs sont suivis, et le jeu continue de bénéficier d'une visibilité énorme. Mais malgré cette réussite globale, certains signes commencent doucement à apparaître. Le jeu devient de plus en plus complexe à équilibrer, certaines compositions dominent pendant trop longtemps, et une partie des joueurs commence à ressentir une forme de répétition. Rien d'alarmant à ce stade, mais suffisamment présent pour créer les premières frustrations. En parallèle, maintenir un rythme de contenu aussi élevé devient de plus en plus difficile. Le jeu a grandi très vite, peut-être même trop vite, et derrière cette période d'euphorie, on commence à sentir que l'équilibre est fragile. Pour l'instant, Overwatch reste au sommet. Le jeu est populaire, la communauté est active, et Blizzard semble maîtriser sa licence. Mais avec le recul, cette période marque aussi le début d'un changement plus discret, moins visible, qui va progressivement influencer la suite. Parce que derrière cet âge d'or, Overwatch commence déjà à préparer un changement. En 2019, Overwatch est toujours bien installé. Le jeu reste populaire, la communauté est active, et malgré certaines critiques sur l'équilibrage ou les méta, il continue de fonctionner. Rien ne laisse vraiment penser à ce moment-là que la dynamique globale du jeu va changer. Pourtant, en coulisses, Blizzard prépare déjà la suite, et cette décision va avoir des conséquences beaucoup plus importantes que prévu. Lors de la BlizzCon 2019, le studio annonce officiellement Overwatch 2. Sur le papier, l'annonce est très positive. Blizzard promet une évolution du jeu avec une dimension PvE plus développée, une narration plus présente et une continuité avec le premier Overwatch. L'objectif, c'est pas de repartir de zéro, mais de construire quelque chose de plus ambitieux à partir de ce qui existe déjà. Sur le moment, la communauté est plutôt enthousiaste, et l'idée d'un Overwatch enrichi, plus complet, semble aller dans le bon sens. Mais assez rapidement, un effet secondaire apparaît. À partir de cette annonce, Overwatch 1 commence à ralentir. Le rythme des mises à jour diminue, les nouveaux contenus deviennent plus rares et le jeu donne l'impression d'être en attente. Toute l'attention semble désormais tournée vers Overwatch 2, mais ce dernier reste encore flou, sans date précise ni vision complètement concrète pour les joueurs. Ce qui devait être une transition commence alors à créer un vide. Le jeu est toujours agréable à jouer, les mécaniques sont toujours solides, mais il évolue beaucoup moins qu'avant. Les saisons s'enchaînent sans réel renouveau, et une partie de la communauté commence à ressentir une forme de fatigue. Pas une lassitude brutale, mais quelque chose de plus progressif, plus diffus. En parallèle, certaines métas s'installent sur la durée et finissent par peser sur l'expérience de jeu. Je veux dire, c'est chiant ça, non? Des compositions comme la GOATS deviennent dominantes pendant trop longtemps, au point de réduire fortement la diversité des parties. Blizzard finit même par imposer une structure 2-2-2, avec 2 tanks, 2 DPS, 2 supports. For this reason, we are introducing a feature that's going to give you more control over your experience, and this feature is called Roll Queue. Pour tenter de stabiliser le jeu. Une décision importante qui montre à quel point certaines mécaniques étaient devenues difficiles à équilibrer. Le jeu reste compétitif, mais perd une partie de sa spontanéité et de sa fraîcheur, ce qui contribue à ce sentiment global de stagnation. C'est pas une crise ouverte, ni une chute brutale. Overwatch reste un bon jeu, avec une base solide et une communauté toujours présente. Mais il y a un changement de perception. Le jeu progresse plus au même rythme, et surtout il dépend désormais d'un futur qui tarde à se concrétiser. Blizzard de son côté semble concentré sur le long terme. Overwatch 2 est censé apporter du renouveau, corriger les problèmes, enrichir l'univers et relancer l'intérêt global autour de la licence. Mais plus le temps passe,
Plus cette attente devient difficile à maintenir parce que pendant que le futur se construit, le présent, lui, ralentit. Et c'est à ce moment-là que les premiers doutes apparaissent vraiment. Pas parce que le jeu devient mauvais, mais parce qu'il donne l'impression de plus avancer. Certains joueurs continuent, d'autres s'éloignent doucement, et sans que ce soit encore visible à grande échelle, Overwatch commence à perdre une partie de son élan. À partir de 2020, Overwatch rentre dans une phase étrange. Le jeu est toujours joué, la base est toujours solide, mais quelque chose change. Le contenu ralentit, les mises à jour se font plus rares, et toute l'intention semble concentrée sur Overwatch 2. Sur le papier, c'est une bonne nouvelle. Une suite, du PvE, une évolution du jeu, mais dans les faits, ça crée surtout un vide. Overwatch 1 tourne au ralenti, et Overwatch 2 n'est pas encore prêt à prendre le relais. Ce flottement aurait pu rester temporaire, mais en 2021, un événement vient complètement changer la perception du jeu. Jeff Kaplan quitte Blizzard. I got called in the CFO's office, and he sits me down and he says, Overwatch has to make in 2020. And then every year after that, it needs a recurring revenue. And then he says to me, if it doesn't do dollars, we're going to lay off 1,000 people, and that's going to be on you. Son départ est discret, presque silencieux, et c'est justement ça qui interpelle. Kaplan, c'était le visage d'Overwatch, celui qui parlait directement aux joueurs, qui expliquait les décisions, qui incarnait une certaine idée du jeu, accessible, humain et construit avec sa communauté. Le voir partir sans vraie explication donne l'impression que quelque chose se passe en interne. Et avec le recul, on comprend que ce départ n'était probablement pas anodin. Derrière Overwatch, la pression commence à changer. Les attentes financières deviennent plus importantes, les objectifs évoluent, et des projets comme l'Overwatch League prennent une place énorme dans les décisions du studio. C'est plus seulement une question de jeu, mais aussi de modèle économique et de rentabilité. Et cette impression va rapidement être confirmée. Quelques mois plus tard, en 2021, une plainte de l'État de Californie vise Activision Blizzard. Très vite, les informations sortent, et elles sont lourdes. Harcèlement sexuel, discrimination, inégalité salariale. On découvre une culture interne décrite comme toxique, où certains comportements étaient tolérés, voire banalisés. C'est plus seulement un problème de gestion ou de direction, c'est une remise en question complète de l'image du studio. Un élément en particulier va marquer les esprits, la Cosby Suite. Une chambre d'hôtel utilisée par des développeurs de Blizzard associée à des comportements déplacés et à une ambiance devenue, avec le recul, très problématique. Le symbole est fort et il circule partout. À ce moment-là, la rupture entre Blizzard et une partie de sa communauté commence vraiment. Et Overwatch se retrouve directement concerné, parce qu'un de ses personnages les plus connus, McCree, porte le nom d'un développeur Blizzard, Jesse McCree. Avec les scandales, ce détail devient impossible à ignorer. Blizzard prend alors une décision importante, renommer le personnage, qui devient Cole Cassidy. Le changement est symbolique, mais il montre surtout à quel point le jeu est lié à tout ce qui se passe en interne. Pour certains joueurs, c'est un pas dans la bonne direction. Pour d'autres, c'est trop tard. Et ça renforce une perte de confiance déjà bien entamée. Comme si la situation n'était pas suffisamment fragile, un autre problème vient s'ajouter. En 2022, Blizzard perd son partenariat avec NetEase en Chine. Pour info, NetEase seront les futurs développeurs de Marvel Rivals. Je pose ça là. Concrètement, les serveurs ferment dans la région et une partie massive de la base de joueurs disparaît du jour au lendemain. C'est un coup dur à la fois pour l'image du jeu et pour sa présence à l'international. À ce stade, Overwatch n'est pas en train de s'effondrer brutalement. Le gameplay tient toujours, la communauté est encore là, mais tout ce qui entoure le jeu devient instable. Entre le départ de figures clés, les scandales internes et les décisions contestées, la confiance des joueurs commence sérieusement à s'éroder. Et c'est peut-être ça le vrai tournant, parce qu'un jeu peut survivre à un manque de contenu, mais reconstruire la confiance, c'est une autre histoire. Le 4 octobre 2022, Overwatch 2 sort enfin. Après plusieurs années d'attente, de communication floue et de ralentissement du premier jeu, c'est un moment important. Pour beaucoup de joueurs, c'est censé être le début d'une nouvelle ère. Celle qui va relancer la machine et redonner un vrai souffle à la licence. Dès le lancement, les changements sont visibles. Le jeu passe en free-to-play, abandonne les lootbox, introduit un système de Battle Pass et modifie profondément son gameplay avec un passage en 5 contre 5. L'objectif est clair, moderniser Overwatch, le rendre plus dynamique, plus lisible et surtout plus adapté aux standards actuels du jeu en ligne. Sur certains points, ça fonctionne. Le rythme des parties est plus rapide, l'action est plus lisible et le joueur retrouve une certaine fraîcheur. De nouveaux joueurs arrivent, attirés par le modèle gratuit, et pendant un temps, Overwatch 2 donne l'impression de relancer l'intérêt autour de la licence. Mais assez rapidement, des limites apparaissent. Parce que ce qui avait été présenté comme un élément central du projet, le PvE, comprenait Player versus Entity, ou Environment. En gros, jouer contre des éléments intégrés au jeu, de la coop quoi. Est progressivement mis de côté, puis finalement abandonné. With everything we've learned about what it takes to operate this game at the level that you deserve, it's clear that we can't deliver on that original vision for PvE that was shown in 2019.
What that means is that we won't be delivering that dedicated hero mode with talent trees, that long-term power progression. Those things just aren't in our plans anymore. And we know that this is going to be disappointing to many of you, which is why we wanted to bring it up before we talked about the roadmap. And to be perfectly honest, it's been really difficult for many of us and a lot of folks on the team who've poured their heart and soul into that stuff. Pendant des années, Overwatch 2 a été associé à cette promesse d'un contenu narratif plus développé, d'une expérience différente, presque complémentaire en multijoueur. Sa disparition change complètement la perception du projet. En parallèle, le modèle économique évolue lui aussi. Avec la disparition des lootbox, les cosmétiques deviennent plus chers et leur obtention passe principalement par le Battle Pass ou des achats directs. Pour certains joueurs, c'est une évolution logique. Pour d'autres, c'est une rupture avec l'ancien système. Le jeu, lui, continue d'évoluer. De nouveaux héros arrivent, des mises à jour sont déployées, et Blizzard tente de maintenir un rythme plus régulier que sur la fin d'Overwatch 1. Mais malgré ces efforts, le ressenti reste mitigé. Overwatch 2 n'est pas un mauvais jeu, loin de là. Mais il ne parvient pas à recréer l'enthousiasme des premières années. Une partie des joueurs revient, curieuse de découvrir les changements, d'autres restent attachés au gameplay, qui reste solide et unique, mais une autre partie, elle, ne revient pas vraiment. Soit parce qu'elle a décroché pendant la période précédente, soit parce que ce nouveau modèle ne correspond plus à ce qu'elle attendait du jeu. Et pendant ce temps, le contexte autour du jeu continue d'évoluer. La concurrence se renforce, de nouveaux jeux apparaissent, et l'attention des joueurs est de plus en plus dispersée. Overwatch n'est plus seul sur son terrain, et il doit désormais se battre pour exister là où il dominait autrefois. En 2024, Blizzard signe un nouveau accord avec NetEase, permettant un retour des jeux en Chine. C'est une étape importante qui permet à Overwatch de retrouver une partie de son public, mais cela ne suffit pas à changer complètement la dynamique globale. 2 ans sans Overwatch en Chine. Je vous mets rapidement le nombre d'habitants en Chine. Un beau manque à gagner. A ce stade, Overwatch 2 tient debout. Le jeu fonctionne, il continue d'être joué, et il conserve une base solide. Mais il évolue dans un contexte beaucoup plus fragile qu'avant. Entre les attentes déçues, les changements de modèle et la confiance déjà entamée, il ne bénéficie plus du même élan que lors de ses débuts. Ce qui devait être un renouveau clair et évident devient finalement quelque chose de plus nuancé. Une transition, oui, une évolution aussi, mais pas forcément le retour au sommet que beaucoup espéraient. Aujourd'hui, Overwatch n'est pas mort. Le jeu est toujours là, toujours joué, et surtout il repose encore sur des bases solides. Son gameplay reste unique, lisible, immédiatement compréhensible, et c'est précisément ce qui lui permet de continuer à exister malgré tout ce qu'il a traversé. Mais la situation n'est plus la même qu'à ses débuts. Overwatch n'est plus ce phénomène incontestable qui dominait son genre. Il est devenu un jeu installé avec une communauté fidèle, mais aussi beaucoup plus exigeante, plus critique, et surtout plus méfiante. Parce qu'au fil des années, le problème principal a changé. C'est plus vraiment une question de contenu, ni même de direction de gameplay, c'est une question de confiance. Après le départ de figures importantes comme Jeff Kaplan, après les scandales internes, après les promesses non tenues autour d'Overwatch 2, une partie de la communauté ne regarde plus Blizzard de la même manière. Chaque annonce est analysée, chaque décision est questionnée, et l'enthousiasme spontané des débuts a laissé place à une forme de prudence. Pour autant, tout n'est pas figé. Blizzard continue de faire évoluer le jeu, d'ajouter du contenu, de proposer des ajustements, et surtout de maintenir une base de joueurs active. Le retour en Chine, rendu possible avec un nouvel accord avec NetEase, permet également de reconnecter une partie importante de la communauté au jeu, ce qui renforce sa présence à l'échelle mondiale. Mais reconstruire une dynamique ne se fait pas uniquement avec du contenu. Cela demande du temps, de la cohérence et surtout une capacité à regagner la confiance des joueurs sur le long terme. Et c'est probablement le défi qui est le plus difficile, parce qu'il dépend pas uniquement du jeu lui-même, mais de tout ce qui l'entoure. Aujourd'hui, Overwatch est dans une position particulière. Il n'est plus au sommet, il n'est pas non plus en train de disparaître, il se situe quelque part entre les deux, dans une phase où tout peut encore évoluer, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est peut-être ça ce qui rend la situation intéressante, parce que malgré les erreurs, malgré les moments difficiles, malgré les attentes déçues, le jeu a toujours ce potentiel. Celui qui, à ses débuts, lui a permis de s'imposer presque instantanément, d'après l'idée de Papa Jeff et de son équipe, proposer un jeu d'équipe accessible, dynamique et basé sur des héros forts. La question aujourd'hui n'est donc plus de savoir si Overwatch peut fonctionner, il fonctionne déjà. La vraie question, c'est de savoir s'il peut retrouver ce qu'il avait au départ. Quand on regarde le parcours d'Overwatch, il y a quelque chose d'assez rare qui se dégage. Peu de jeux peuvent dire qu'ils sont nés d'un projet annulé, qu'ils ont connu un succès aussi rapide, aussi massif, et qu'ils ont réussi à marquer autant de joueurs en si peu de temps. Overwatch n'a jamais été un jeu comme les autres, et c'est justement pour ça que son histoire est aussi particulière. Parce que derrière les décisions discutables, les erreurs, les promesses non tenues, il y a toujours ce cœur du jeu qui fonctionne. Ce gameplay unique, cette capacité à créer des moments, à rendre chaque partie différente, à donner envie de revenir, encore et encore. Et c'est probablement pour ça que malgré tout ce qui s'est passé, autant de joueurs sont encore là aujourd'hui.
Ce qui est frustrant au fond, c'est pas que le jeu ait changé, c'est de voir à quel point il avait tout pour continuer à évoluer dans la bonne direction, et à quel point certaines décisions ont pu freiner cet élan. Quand on a connu Overwatch à ses débuts, on a vu ce qu'il était capable de proposer. C'est difficile de ne pas attendre plus, mais en même temps c'est aussi ce qui rend la situation différente, parce que cette attente, elle vient pas de nulle part, elle vient d'un jeu qui a prouvé ce qu'il valait, et qui a montré qu'il pouvait faire mieux que la plupart des autres. Et c'est pour ça que malgré les critiques, malgré les doutes, il reste encore de l'espoir. Pas un espoir naïf, pas l'idée que tout va redevenir comme avant du jour au lendemain, mais plutôt la conviction que les bases sont toujours là, que le potentiel n'a jamais vraiment disparu, et que si les bonnes décisions sont prises, si la direction est claire, si la confiance est reconstruite, alors Overwatch peut encore redevenir quelque chose de vraiment fort. Parce qu'au fond, si on en parle encore aujourd'hui, si on analyse son histoire, ses erreurs, ses réussites, si je passe autant de temps à faire une vidéo, c'est pas par hasard. C'est parce que ce jeu compte. Et si on est encore là à en discuter, à le critiquer, à espérer mieux pour lui, c'est pas parce qu'on veut le voir échouer, c'est exactement l'inverse. Parce qu'Overwatch au fond, c'est pas juste ce qu'il est devenu, c'est surtout ce qu'il peut encore être. Et comme dirait le papa de Winston, ne prends pas le monde pour ce qu'il semble être, mais aie le courage de le voir tel qu'il pourrait être.